Histoire orale de la production intellectuelle en Afrique du Nord. Maroc, Algérie, Tunisie. صباح الخير. اهلا وسهلا مرحبا. D'abord, merci beaucoup pour votre disponibilité et l'occasion que vous nous offrez d'échanger un peu. Ok. Et j'ai une première question qui est la même, au fait, je ne l'invente pas. C'est la seule question que je donne à tout le monde. Vous êtes qui, Madame Abdelrahman Mahfouz? Je suis née juste après la guerre, donc dans une situation, dans un contexte de, comment dire, assez difficile. Et mes parents avaient presque désespéré d'avoir des enfants parce qu'ils ont eu 5 ans après le mariage avec de nombreuses tentatives pour avoir des enfants. Et finalement, ça s'est bien passé. Et donc, ça m'a valu d'être dans un statut de privilégié. Je suis l'aînée de 10. Et on m'a toujours raconté cette histoire pendant mon enfance et même après. Ma maman qui est morte il y a quelques mois, elle a 101 ans. Et elle me disait, le désir d'enfant était très fort. Et un jour, elle a fait un rêve. Et elle a eu une dame qui est venue la voir, une belle dame, habillée en tunique blanche, avec de grands cheveux roux, avec du henné. Et elle lui a dit, tu vas avoir une fille et tu vas l'appeler par mon nom. Bon, alors... mais elle a disparu. Et ma mère, le lendemain, a raconté à sa mère, en lui disant, voilà ce qui s'est passé. Elle racontait son songe, son rêve. Et elle lui a dit, ça, c'est Saïd Al-Manoubia. C'est la maîtresse de Tunis. Et donc, moi, on m'a donné le nom de Saïda. Saïda, qui est la maîtresse de Tunis. Et donc, toute mon enfance, on me dit, tu es protégée par la grande maîtresse de Tunis, la sainte Saïda Al-Manoubia. Donc j'avais toujours ce sentiment de force intérieure que... Pourvu que ça dure, cette protection. Et le plus longtemps possible. Je vais juste me permettre de vous demander la date, pas la date précise, mais l'année de votre naissance. Je suis née en 43. 43. Je ferai bientôt, dans une petite semaine, mes 80 ans. Eh bien, d'avance, bon anniversaire. Merci, merci. Voilà, donc mes parents ont fait un mariage d'amour, en quelque sorte, et ils ont fait des études. Et ma mère a été retirée de l'école juste après le certificat d'études parce qu'on lui a dit, voilà, tu te maries, c'est fini, maintenant tu restes à la maison. Mon père a fait le collège professionnel Bab Larlouche, il est ébéniste, avec un petit diplôme d'ébéniste. Et bon, c'était la guerre, tout ça. Il a commencé un peu comme artisan, il a travaillé dans une boutique à Sidi Bou Saïd. Et puis, il a été recruté, quand il y a eu la société de chemin de fer, il a été recruté comme cheminot. Voilà, donc je suis une fille de cheminot et j'ai passé toute mon enfance dans un village où il y avait des cheminots et il y avait toutes les nationalités. Là aussi, c'était, à mon avis, ça m'a marqué parce il y avait des enfants d'Italiens, de Maltais, de toutes les nationalités qui a été à l'époque des différentes régions de la Tunisie aussi. Et donc c'était multiculturel, on jouait ensemble, on apprenait les jeux des uns des autres, les mamans étaient en relation, les papas aussi. Et, mon père avait acheté une voiture, c'est notre voisin corse qui conduisait. Donc il y avait, c'est un climat multiculturel qui a été, je pense, une phase importante je pense maintenant je dis, c'est une phase importante de ma vie. Ça m'a permis une ouverture sur d'autres cultures, sur d'autres nationalités. Et j'étais parmi les premières filles à faire à passer l'examen de 6e. On a eu pendant longtemps un directeur français et les Français passaient l'examen de 6e, les Tunisiens partaient dans la nature. Et la première fois, on a eu c'est Mohamed Chahdoura, ça fait des années, mais j'ai vraiment gardé son nom. Sa fille était avec nous et c'était la première année où il poussait des enfants tunisiens à se présenter. Je crois que ça devait être l'année du retour de Bourguiba, parce que quand Bourguiba est rentré, j'étais gamine et je me rappelle, on est allé le voir, il passait donc avec la voiture vers Tunis. Donc c'était la période de la politique de la scolarisation, etc., etc. Donc voilà, donc j'ai fait mes études de primaire et j'ai réussi donc au certificat, etc. Et là aussi, deuxième événement qui a un peu décidé de ma vie, j'étais l'aînée de 10
Et il y avait après moi, donc je pense, 6 de mes frères et sœurs. Et ma mère était submergée de boulot. Alors elle disait à mon père, bon, ça va, elle a réussi maintenant, elle a le certificat d'études, c'est très bien, on va lui trouver un mari. Il faut qu'elle reste à la maison, s'occuper des enfants avec moi. Mais mon père ne voulait pas. Mon père travaillait à la SNCFT, il voyait les Françaises, qui étaient comme des voisines, mais aussi dans le boulot, et il voyait la position des femmes qui ont fait des études. Et je crois que ça l'a marqué. Alors mon père n'était pas content. Mais comme il aimait beaucoup ma mère, il n'osait pas lui dire non. Et il y a eu à ce moment-là des émissions à la télévision, dont une émission qui parlait justement de la scolarisation des filles. Je ne sais pas si c'est une pièce de théâtre ou quelque chose comme ça. Et ma mère qui était à la cuisine, mon père lui dit, laisse la vaisselle, viens écouter. C'était la radio. Donc elle écoute avec mon père, et il paraît que c'est cette émission qui a décidé de ma vie, enfin de ma scolarité. Et ma mère a compris. Est-ce qu'elle a compris l'émission ou est-ce qu'elle a compris le sentiment de mon père à ce moment-là qui tenait tellement à me faire des études? Là, elle a dit d'accord, je vais m'occuper toute seule, ça va. Et depuis, ma mère ne m'a jamais sollicitée pour faire de force des travaux ménagers ou là, les lessives. Elle me dit toujours occupe-toi de tes devoirs, occupe-toi de tes études. Et quand je compare avec mes copines ou avec mes cousines, je pense que j'ai eu un statut de privilégié, y compris par rapport à mes sœurs qui sont venues après, qui, elles ont quand même fait les travaux ménagers. Voilà, donc ça m'a boosté pour réussir. C'était donc dans une famille populaire en termes populaire, de revenus, populaire. de moyens, Ah oui, populaire, oui. Ma mère ne travaille pas, mais ses talents de brodeuse, de couturière, tout ça, mais il y avait une flopée de gosses. Mon père était enfant unique, était le dernier de la lignée, il fallait se rattraper. et voilà, donc j'ai fait mes études au lycée de Radès, mixte, avec des garçons aussi. Et là aussi, c'était très important parce que j'avais des petits copains, on faisait le train ensemble, on prenait le train, on discutait, on faisait des jeux aussi. J'ai eu une scolarité mixte et je pense que c'était important quand je vois maintenant que pour se comprendre, pour connaître les garçons, pour nous connaître mutuellement, on faisait du sport, de la musique, comment dire, il y avait des joutes en mathématiques, etc., entre garçons et filles. Et tout ça, la jeune fille, d'abord gamine et jeune fille après, jamais les parents ne se sont dit, mais elle commence à grandir. Non. J'avais la confiance de mes parents. Bon, après, j'ai réussi, j'ai fait mon bac. Je voulais faire médecine, puis finalement, je me suis entichée de la philosophie. Je dis non, je vais faire philo. Et là, le bac lui-même était un bac de quoi? C'était un bac sciences. Sciences. On faisait la première partie, la deuxième partie, le bac tunisien et le bac français à l'époque. On faisait les 4. Et le brevet avant, troisième année. C'était que des épreuves tout le temps. Et j'ai fait donc après propédeutique. Donc c'est là que j'ai connu mon futur conjoint à l'université. La deuxième bataille que j'ai menée, c'était pour aller faire des études en France. Bon, mes parents avaient peur. Bon, ils étaient d'accord pour que je fasse des études supérieures, mais aller à l'étranger, une fille toute seule, à l'époque, c'était 1961. D'accord. Voilà. Il y avait encore même pas une dizaine de filles tunisiennes, et celles qui étaient parties avaient des frères déjà là-bas. Les copines que je connais, souvent le frère était déjà parti, et puis donc la sœur. Mais là, j'avais personne, pas de parents, pas d'oncles, etc. Et donc la compromis que j'ai dû faire, c'est de faire le contrat de mariage, sder avant de partir. Donc le contrat, mais pas le mariage. Le mariage s'est fait après, mais le contrat. Donc, comme ça, mes parents étaient d'accord. Il y avait quelqu'un avec qui je pouvais circuler, éventuellement autorisé à vivre avec lui selon la charia, etc. Donc, c'était le compromis à faire. Le fiancé, donc, et lui, ça ne lui posait pas de problème de vous laisser, entre guillemets, partir? Non, on est partis ensemble, on était ensemble. D'accord. Oh non, on a fait les mêmes études. On était 2 étudiants et on a fait les 2 la maîtrise de philosophie en France. D'accord. Et matériellement, comment vous êtes? On avait des bourses à l'époque. D'accord. L'État nous donnait, moi j'ai une bourse tunisienne, lui il avait une bourse française, donc on avait des bourses. Et c'était dans quelle université? C'était l'université de Besançon. De Besançon. Voilà.
Donc on a fait 3 années à l'université de Besançon. À l'époque, la maîtrise se faisait octobre, juin, septembre. Les certificats, on pouvait faire en 2 ans une maîtrise. Parce que pendant l'été, il était possible de finir un certificat. Voilà, exactement. On avait session de juin, session de septembre. Donc on a fait en 2 ans, puis après je fais des certificats de psycho, enfin j'ai ajouté des tas de choses. Et après on est rentré parce que là, il fallait rentrer pour servir le pays. Ah oui, on ne pouvait pas traîner là-bas. C'était vraiment... aussi intégré dans votre tête? Ah oui, oui. C'était un devoir? Oui, c'était un devoir. Le fait implicitement ou même explicitement, le fait de nous avoir accordé des bourses, c'était pour, en contrepartie, rentrer dès qu'on termine. Et donc, moi, j'ai commencé ma carrière d'enseignante en 1966, octobre. Et 66, vous commencez enseignant dans un lycée? Non, dans une école normale de professeur adjoint. D'accord. Voilà. Ce qui était les instituts à l'époque. C'était les enseignants de premier cycle. C'était à Tunis, c'est à Montfleury, il y a deux écoles, 2 sessions, 2 établissements. Donc, c'était des gens qui étaient orientés après le bac pour faire un cycle court de 2 ans et qui après enseignaient dans le premier cycle du lycée jusqu'en 3e année. Puis après, vous avez l'école normale supérieure où les gens faisaient tout le cycle long. À l'époque, c'était 4 ans. Ce n'est plus les 2 ans qu'on faisait en France, c'est 4 ans à la maîtrise. Et donc après, ils enseignaient dans le lycée les classes terminales et toutes les classes. Donc il y avait à l'époque ce qu'on appelait les professeurs adjoints. Voilà. Donc je commençais ma carrière comme ça pendant à peu près 7 ans. Voilà, jusqu'en 73. Entre-temps, je faisais une 2e maîtrise de sociologie. Voilà. C'est là que j'ai connu Khalil Zamit, Rida Boukra, Abdel Bouhdib, enfin tous les... Khalil était votre professeur. Khalil a été mon professeur, Bouhdiba et Rida Boukra. Vous vous rappelez d'autres professeurs en France ou en Tunisie? Je me rappelle en France, on avait un prof de philo. J'aimais beaucoup Aristote, donc je travaillais beaucoup sur Aristote, tout ça, au Bank. Et puis on avait aussi Vergès qui avait fait les ouvrages de méthodologie. En sociologie, il avait fait les ouvrages de base, les manuels, voilà, les manuels de sociologie, Vergès. Il y avait au moins 2 profs. Et je me rappelle que l'un d'eux nous avait interrogés à l'oral. On était les 2 là assis comme ça, Moustapha et moi. Il a dit, je vais vous interroger ensemble, je ne voudrais pas séparer ce que Dieu a uni. Parce que ça se voyait, vous montrez, vous vivez en couple. Exactement. On a eu des difficultés au début pour trouver un logement. Il a fallu qu'une des personnes du Crous intervienne. Au début, c'était les années 60, c'était un peu encore l'Algérie. C'était un peu les périodes, c'était un peu encore... donc, mon mari faisait un peu peur. Finalement, on a fini par trouver un monsieur gentil. Et on est allé revoir le même lieu 50 ans après. On a fait une visite à Besançon pour aller voir le lieu où on avait vécu. Donc, c'était une période riche aussi, la période que j'ai passée en France. Parce que ça nous a permis d'avoir des amis, de connaître d'autres pays, et que je regrette que les jeunes Tunisiens aujourd'hui soient privés justement de cette opportunité de pouvoir faire une période dans une autre culture et de connaître d'autres personnes. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette expérience, ce long séjour en France? Ça vous a changé? Ça a changé la femme que vous étiez? Et même si on vivait beaucoup en couple, j'ai pas connu la vie de célibataire, les dancing, que mes copines à Paris ou à Strasbourg avaient mené. Mais quand même, c'était une autre culture, une autre façon de voir les choses. Ça a permis de développer un peu mon identité, de m'émanciper par rapport à certaines traditions, relativiser certains tabous. Ça, c'était une période importante, une bonne... Parce que je sais que vous êtes féministe, si je peux... Oui, je l'étais... Ça vous convient? Je l'étais en sourdine à l'époque. Comment vous êtes devenue femme, pour reprendre l'expression bien célèbre? Je crois que c'est venu après. Je crois. Enfin, j'étais femme d'abord parce que je contestais l'autorité paternelle. Sur beaucoup de points, je l'ai contestée d'abord dans la famille.
dans les fréquentations, dans le choix du conjoint. Tu épouses un étudiant, nous, il faut un époux qui ramène la dot, les bijoux. Là, c'était rompre avec la tradition du mariage tunisien, de l'époque en tout cas. À un moment donné, quand je faisais ma propre étude, je suivais des cours du soir parce que j'ai préparé aussi un certificat de pédagogie avec les inspecteurs. On était donc avec mon ex, avec Mostafa, on allait au cours et on rentrait tard. Et mon père se méfiait. Un soir, il est venu m'attendre à la gare et il voyait que j'arrivais avec un homme. Et à l'époque, c'était assez compliqué à accepter. Et quand je suis rentrée à la maison, il était très en colère. Et à l'époque, les cheminots avaient des grosses ceintures en cuir. Oui. Et moi, je voyais le mouvement qui commençait à enlever sa ceinture. Et je me suis dit, ça y est, je vais recevoir... Il m'a jamais frappé, mais là, il y avait quelque chose dans ses yeux. Il était les yeux verts et les yeux sont devenus gris, tellement il était en colère. Et il a commencé à réagir de manière forte. Alors je l'ai regardé bien dans les yeux et je lui ai dit, écoute, je viens d'avoir 20 ans, je suis majeure et je sais ce que je fais. Il a remis la petite ceinture là et il est parti. Bon, 2 ou 3 ans après, quand je suis rentrée, il m'a dit, tu sais, ce jour-là où tu m'as dit, c'est-à-dire je sais maintenant ce que je fais, c'est pour ça. J'ai pas aimé, mais après, j'ai réfléchi, je me suis dit, si elle me le dit à moi, c'est qu'elle est capable de le dire à un autre homme. Et donc finalement, il m'a dit, ça va, ça m'a rassurée. Hein, et non, il faut tenir tête, il faut avoir confiance en soi, tenir tête à l'autre. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes femmes à l'époque. À l'époque, c'était un peu qui pouvaient osé. parler à leur père comme ça. Ben oui. À la maman, peut-être. Ma mère est plus avancée que moi sur certaines choses. C'est l'expérience, c'est la vie, c'est les fréquentations, tu vois, c'est le leçon de la vie finalement qui peut donner une certaine sagesse et qui fait qu'elle accepte ce que d'autres plus jeunes n'acceptent pas. Tu vois, donc voilà, il y a donc une série d'étapes comme ça, une série de moments forts où on se construit et il faut savoir à ce moment-là quoi décider. Si on rate ce moment-là, parfois on le paye cher. Voilà, ça c'est ce que je pense. Pour la carrière, c'est pareil. En 73, j'ai quitté l'IMPA et donc j'ai terminé ma maîtrise de sociologie en 74 et je suis entrée à l'Institut national des sciences de l'éducation. Donc j'ai commencé un parcours de chercheur et c'est là que, entre 73 et 79, j'ai fait ma thèse de doctorat que j'ai soutenue en France, à Paris 5, sur sociologie de l'éducation, sociologie du travail, sur les inégalités en matière des inégalités de scolarisation et les inégalités régionales. Voilà. Qui n'a jamais été publiée. Non, elle n'a pas été publiée. En Paris 5, elle est déposée, mais je crois que dans les archives, mais je n'ai pas publié. J'aurais dû, parce qu'après moi, il y a eu un géographe comme Moujib Bousnine, qui a fait le même thème, mais lui, je crois qu'il a publié. C'était la grande tendance à l'époque, avec Bourdieu, Passeron et tout ça, de traiter à ce moment-là des inégalités. J'ai travaillé avec une grande dame française, Isambert Jamati, qui était spécialiste de la sociologie du travail. Et son mari était en sociologie religieuse. J'ai fait le terrain en Tunisie et j'ai choisi 2 gouvernorats, le gouvernorat de Sousse et le gouvernorat de Béja, parce que j'ai fait un travail, d'abord, comme on le fait en test théorique, d'abord sur la question des inégalités, comment les traiter, etc. Puis après, j'ai fait les régions, la hiérarchie des régions en termes de scolarisation, de développement, enfin, parce que j'ai comparé le niveau de développement et le taux de scolarisation, en montrant qu'il y a une espèce de parallélisme qui se fait. Et après, j'ai choisi à titre d'illustration 2 gouvernorats où j'avais le sac à dos et puis j'ai commencé à tourner, à faire des enquêtes auprès des directeurs, des élèves, des personnalités régionales, donc plusieurs types d'entretiens. Ça a duré combien de temps, le terrain? Ça a duré presque une année, oui, presque une année. À Sousse, c'était facile parce que les gens se connaissent bien et donc l'un m'envoyait à l'autre, mais à Béja, c'était très difficile. C'est très difficile parce que j'ai constaté que c'est un gouvernorat où les gens, ceux qui réussissent partent, donc de nouveau arrivent, les gens ne se connaissent pas. Les moyens de transport étaient très difficiles. Je rentrais le soir avec des chauffeurs de louage qui étaient sous.
Mais c'était passionnant. C'était passionnant. Le terrain était passionnant. J'aime beaucoup le terrain. Moi, j'en ai fait beaucoup dans ma vie. Je crois que je suis la sociologue femme qui a fait le plus de terrain en Tunisie. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de cet éveil, si je peux dire, féministe chez vous? Quand j'ai fait le travail sur les inégalités de scolarisation, j'ai commencé. C'est là où j'ai vu comment dire, que les filles investissent, que les parents, certains parents en tout cas investissent, mais qu'il y avait des inégalités, il y a beaucoup d'obstacles pour les filles pour réussir dans leurs études. Et que les données statistiques et l'observation de terrain que j'avais fait le montraient. La fille n'a pas les mêmes chances de réussir et de s'affirmer que le garçon. Elle n'a pas la même chance. Oui, je l'ai constaté. Et donc, ça m'a touchée, parce que moi, j'ai eu à peu près les mêmes chances. J'ai jamais senti la discrimination en termes d'études dans ma famille. Et donc, c'est en faisant du terrain que voilà. vous l'avez vraiment Voilà, constaté. c'est là, en constatant le terrain. Mais ça, c'est pour les études. Mais aussi, dans la famille, j'ai constaté aussi le statut des femmes qui n'était pas à envier. Parce que du point de vue de l'autonomie économique, je voyais qu'il y avait des tantes ou des cousines qui n'avaient qui n'avaient aucune autonomie économique. Donc pour moi, ça c'est des images et qui me sont restées. Je dis jamais je ne tendrai la main à un homme pour pouvoir me payer des choses que j'ai envie d'avoir. Donc ça aussi, c'était parmi les choses qui m'ont poussée, par exemple, à refuser des demandes de mariage à 18 ans. J'ai eu des demandes de mariage à 18 ans, comme toutes les gamines, que ce soit au bain mort, ou que ce soit dans le quartier, ou par des cousins et tout ça. Non, je ne me marie pas avant d'avoir terminé mes études. Là, parce qu'il y avait l'idée de finir. De finir, et voilà, c'est ça. Donc là, j'ai refusé 2 ou 3 demandes de mariage à l'époque. Les parents ne m'ont pas forcé, mais on m'a dit, j'espère que tu ne le regretteras pas. Tu termineras vieille fille. Parce que c'est arrivé à certaines. C'est arrivé à certaines et les parents ne sont pas contents. Voilà. Donc il y a l'observation dans la famille du statut des femmes de ma famille. Il y a aussi un peu l'observation de terrain liée à ma discipline qui est la sociologie. Et il y a eu aussi des événements internationaux parce qu'en 1976, il y a eu la grande année internationale de 1975, l'année internationale des femmes des Nations Unies. Et en 1976, il y a eu une grande réunion d'experts à Mexico. 1975 a eu lieu à Mexico. 1976 a eu lieu à Wellesley. Des personnes m'ont repéré, une grecque et une autre, et ils savaient que je travaillais sur les inégalités, entre autres les inégalités de sexe aussi. Donc, et elles m'ont demandé de venir à cette réunion d'experts. Et là, j'ai contacté les féministes. J'ai connu Fatima Merlissi, la grande féministe marocaine, Nawel Saadawi, l'égyptienne, Marie-Angélique Savané, la sénégalaise et autres. Donc il y avait des féministes qui étaient ensemble dans les pays du Sud, donc l'Égypte, le Maroc, etc., et l'Afrique. Et il y a eu donc une prise de conscience, une espèce d'interaction collective pendant cette semaine qu'on est restés ensemble, presque. Et ça m'a aussi... ça m'a marqué. Cette date aussi a été une date majeure pour moi, d'entrer dans la cause des femmes. Vos lectures, vous avez commencé à lire des livres, je veux dire, des livres. Votre premier accès aux livres, c'était quand? J'ai toujours été lectrice. Il y avait des livres depuis longtemps. Il y avait des livres que lisait mon père, d'adultes, mais nous, on avait la bibliothèque du quartier, on allait chercher les livres du lycée. Il y avait des clubs, le club La Veillante. Et ce club était tenu par des étudiants et par des profs. Et il y avait des livres. Et donc, j'allais me servir. Avec les vacances d'été, je ramenais 4-5 livres dans un panier. Et je lisais beaucoup Balzac, je lisais beaucoup les grands auteurs français. J'ai lu une bonne partie et j'ai commencé aussi à un moment donné à lire entre autres Simone de Beauvoir. Donc ça c'est un livre qui m'a marqué aussi. Vous l'avez lu à quel âge? J'avais 21-22 ans. Voilà, presque l'année où j'ai fait philo. Ouais. C'était déterminant quand même. C'était vraiment un choc. Je le relis de temps en temps, même maintenant, là de temps en temps, je reviens pour le relire. C'était un moment important, oui, effectivement. Donc il y avait cette rencontre avec les féministes que j'ai revue après, parce que je suis rentrée dans une grande association africaine
créé par cette dame, Marie-Angélique Savané, qui réfléchit sur la condition des femmes africaines, sur les rapports de décolonisation, etc. Et Nawal Saadi est venu plusieurs fois, on l'a invité à Tunis, à la Maison de la Culture Ibn Khaldoun, par des femmes qui étaient soit des féministes officielles, institutionnelles, soit des féministes, opposantes, indépendantes, disons. Tu vois. Donc l'association africaine, ça s'appelait comment? AFARD. La FARD. L'association des femmes africaines pour la recherche sur le développement à l'époque. On était très soutenus par Samir Amin. Au début, le code d'Esria était tenu par Samir Amin, qui est un grand sociologue que vous connaissez, et c'est lui qui a soutenu justement ce groupe de femmes qui étaient intéressées de faire des recherches. Il y avait beaucoup de sociologues, il y a quelques économistes, des historiennes. Pour vous, c'était aussi une rencontre intellectuelle avec Samir Amin? Samir Amin, non, je ne l'ai pas connu. Je l'ai vu à Tunis en 71. Il me semble, il y avait une réunion, il y avait un grand séminaire de l'Association internationale de sociologie. L'association, la ISLF, l'Association internationale des sociologues de langue française. Oui. Avec Boldebal et d'autres grands noms de la sociologie, je l'ai connu à ce moment-là. Mais je n'ai pas de rapport avec lui comme ça directement. Je connais ses livres, j'ai enseigné une partie de ses théories. Mais il a, en tout cas, il a compris qu'il y avait quelque chose à encourager à ce moment-là. Voilà. D'autres auteurs arabes, maghrébins, arabes, féministes ou non d'ailleurs, est-ce que vous en connaissez certainement? Arabe, je ne lis pas l'arabe. Je suis arrivée à une période charnière. Oui. Où on avait encore surveillante générale française, directrice française, lycée où j'étais, lycée de Radès, et il y avait beaucoup de françaises dans la classe. Donc on avait français, et moi j'ai fait de l'arabe en langue primaire, et le secondaire je l'ai fait en français. L'arabe est devenu deuxième langue vivante. D'accord. Donc il y a le français, ensuite on a l'arabe, l'anglais et l'italien. Bon, moi j'ai choisi l'italien. J'aurais dû choisir l'anglais. On était 4 à faire italien avec une prof d'italien. On avait beaucoup de voisins italiens à ma meuf. Et quand on est jeune, on ne réfléchit pas. Donc je ne regarde pas. J'ai voyagé en Italie. J'aime beaucoup l'Italie. Et les Italiens, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de copains parmi les Italiens et de copines. Non, j'aime bien la culture. Ça nous ressemble dans les bons et dans les mauvais côtés. Il nous ressemble. À part les références féministes, plus politiquement ou j'allais dire presque idéologiquement, des Marx, des Gramsci, puisque vous aimez l'Italie. Oui, il y a tous les sociologues qui ont enseigné en Tunisie. Duvigneau, Berck, bien sûr, tous ceux qui sont passés, la Passade, enfin tous ceux qui sont passés par l'université tunisienne aussi. On a quand même été un peu formés par eux, quoi. Par ce qu'ils ont laissé, par leur théorie, par Sebag, par exemple. Sebag, je dois beaucoup à Sebag dans les enquêtes. J'ai été formée dans les enquêtes, j'en ai fait beaucoup, moi, en Tunisie, grâce à Sebag. C'est pendant la thèse? Là, pendant que ma maîtrise de sociaux, parce que j'ai fait pendant 4 ans la maîtrise de sociologie, et on avait Sebag comme sociologue pour ce qui est le terrain, et on avait aussi l'anthropologue avec le père Louis, qui était anthropologue, qui avait fait beaucoup de travail sur Duiret et l'Aqsar, dans le sud et tout. Donc il nous parlait aussi de son terrain. Et ce bac, c'est un peu les enquêtes, l'enquête de Saïd Noubia, l'enquête sur la délinquance qu'il avait faite avec Bouhdib dans les années 60, donc les premières enquêtes qu'il avait faites, et comment il a construit les indicateurs, les indices de niveau de vie, enfin tout ça. Et ça, c'était quand même une formation importante. Vous l'avez eu comme professeur? Je l'ai comme prof, ce bac. D'accord. Je l'ai comme prof. Il était quel genre de prof? Il était très bien, très clair, très, comment dire, il encadrait bien, il répondait aux questions, il était toujours là, même après le cours, il était là pour répondre aux questions. Bon, il maîtrisait la socio, il connaissait bien le terrain, comment on peut interroger, quelle posture il faut avoir. C'était un très bon prof. J'ai gardé un très bon souvenir de lui, effectivement. Bon, tous, la vérité, Rida Boukra, c'était la psychosociologie, c'était bien aussi, il enseignait, à l'époque en tout cas, ça m'a aussi beaucoup intéressé. La preuve, c'est que j'ai enseigné pendant plus de 10 ans la psychosociologie après,
quand j'étais à la fac, parce qu'après l'Institut de sciences de l'éducation, j'étais à la fac. Hein, En quelle année vous intégrez l'université? en 84. Donc je suis restée à peu près une dizaine d'années à l'Institut national des sciences de l'éducation. Puis le ministère a décidé qu'on n'avait plus besoin d'Institut national de sciences de l'éducation, ils ont fermé. Et donc on a dû chercher à aller. Moi j'étais, attendez, avant j'ai fait une période au CRS. Donc voilà, j'ai fait un passage de CRS de à peu près 5 années, 5-7 années. Et après j'étais à l'université de la Favril. Voilà, donc on a été en quelque sorte muté au CRS. Pendant quelques années, j'étais dans la même unité que Zral et Salah Hamzaoui. Et après, moi, j'ai demandé de transférer à la faculté de la Favril. En tant que professeur? En tant que prof, voilà, pour enseigner, voilà, pour enseigner la socio. Voilà, voilà. Et là, vous êtes resté jusqu'à la retraite? Jusqu'à la retraite, voilà. Et vous avez, 2005. j'imagine, dirigé des thèses? Voilà, énormément. Ouais, beaucoup. Vous avez essayé d'orienter les thèses sur les psychiatrie, thèses sur l'éducation, sur sociologie de la famille, sociologie des rapports sociaux de sexe. Parfois, pas tout à fait sociologie politique, parce que quand ça concernait les femmes, elles venaient chez moi. Donc les femmes ou le genre, c'était mon créneau. Et l'éducation, à peu près. L'éducation à la famille et le genre. Mais de plus en plus, avec la carrière, je me suis orientée vers tout ce qui est sociologie du genre et des rapports sociaux de sexe. Et vous êtes devenue aussi activiste? Oui. J'ai commencé, quand je suis entrée dans l'enseignement, donc en 66, en 73, j'étais dans la section syndicale de l'EMPA, 73. L'EMPA? L'École nationale des professeurs adjoints. Là j'étais recrutée. Et quelques années après, j'ai terminé ma thèse en 79, donc, et 80, j'ai été élue la première femme au syndicat national de l'enseignement supérieur. Je me suis présentée, il fallait être dans une section et après se présenter au congrès, et donc j'ai été élue 80. Donc je suis restée tout un mandat de 80 à 84. Après il y a eu ce qu'on appelle les chourafais, c'est-à-dire le syndicat, ils étaient plus élus, ils étaient nommés par l'État. Et donc là, j'ai fait le mandat. Et en même temps, en 1980-85 à peu près, j'ai été présidente d'une commission syndicale femmes qu'on avait créée à l'UJTT. On a aussi arrêté le travail vers 85 parce que le syndicat était complètement domestiqué par le parti au pouvoir à l'époque. Des organisations féministes? Des organisations féministes. À ce moment-là, on était dans la clandestinité. Et c'est en 89 avec Ben Ali qu'on a eu le visa de 2 associations, justement. Parce qu'on a travaillé entre 78 à 88 à peu près, une dizaine d'années, dans des clubs Tar Hadid, le Fac de médecine, la Ligue des droits de l'homme, l'UGTT. Voilà, on avait investi tous ces espaces. C'est ce que vous appelez clandestin. C'est ce qu'on appelle clandestin. Voilà, réunion chez moi ici, réunion chez une autre copine, enfin on était comme ça. Et 87, il y a eu donc le fameux Ben Ali qui est arrivé au pouvoir. Et on a eu comme conseiller à l'époque un collègue, c'est Monser Rouissi, un collègue, un très bon sociodémographe, qui voulait faire un geste aussi, qui connaissait beaucoup, qui nous connaissait toutes un peu, et qui a donc œuvré pour que ces associations aient le visa. Les deux, l'association tunisienne des femmes démocrates et l'association des femmes tunisiennes pour la recherche sur le développement, qui est issue de la FARD, l'association des femmes africaines. Donc on l'a eu en 89. Les 2 associations ont commencé en 89. Je suis fondatrice et j'étais présidente d'une des 2, la FTURT. Deuxième présidente. La première était l'ex-femme de Khalil, Malika Harcheni, la première. Et moi, j'étais à la deuxième. En 93, donc. Et voilà. la TFD, vous n'avez pas pris de responsabilité? Si, j'étais dans le premier bureau. J'étais dans le bureau fondateur, j'étais dans le premier bureau, bien sûr. On a mis on a fait les textes fondateurs, les statuts, le règlement intérieur. Bon, on a fait quelques activités, notamment la création la création d'un centre d'écoute pour les femmes victimes de violences. Voilà, il y a eu des actions de plaidoyer pour changer un peu
changer un certain nombre de choses, dont le devoir d'obéissance dans le code du statut personnel, voilà, donc plusieurs interventions au niveau juridique et aussi au niveau social. C'était quoi les débats ou les sujets qui animaient vos discussions en interne? La première question qui s'est posée, avec laquelle on commençait le débat, c'est la question du travail, le droit au travail, parce qu'il y avait énormément de chômage. Il y avait le grand tournant de 72 avec le libéralisme, les industries d'exportation, et donc on était beaucoup dans le chômage des femmes, la mise chômage technique, etc. Donc la question du travail, la question de tous les moyens qui facilitent le travail des femmes et où l'État, c'est des missions qui sont les crèches, les jardins d'enfants, etc. Donc les licenciements aussi, donc c'est tout ce qui est autour du travail, de l'autonomie, donc autonomie économique des femmes. Et puis il y a aussi tout ce qui est le droit de la famille. Donc là aussi, les deux niveaux, le droit au travail, le droit de la famille. Quand même la garde de l'enfant, le droit des mères de faire un passeport, donc tout ce qui est les droits de la famille. Donc là, les juristes vont vous parler mieux que moi de ça, mais c'était le domaine, les deux domaines dans lesquels les revendications étaient les plus importantes. Le domaine des droits sexuels commençait un petit peu avec l'histoire du planning familial, le droit à la contraception, enfin tout ça. Ça, c'est venu un peu plus tard. Oui, c'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Le droit parce qu'il y avait aussi, des choses qui étaient un peu forcées. Par exemple, il y avait des ligatures forcées, il y avait des choses, donc il fallait le revendiquer, ce droit, mais en même temps faire attention à ce qui se fait au nom de ce droit. Parfois, une demande de la femme, mais pas forcément. Voilà, pas un truc politique publique de limitation des naissances où on ligature les gens sans leur parler ou sans les avertir et les mettre le consentement, le fameux consentement en tout cas. Parce que ça, c'est beaucoup pratiqué à l'époque. C'était assez pratique. Quand je faisais ma thèse, là, on me l'a cité souvent. Les années femmes donc. Qui allaient accoucher, au bout du 4e, ligature sans lui en parler. Ouais. Au bout du 4e. C'était donc, les années 70. C'était au cours des années 70. Mais après, c'est fini. Maintenant, on se plaint d'avoir un taux de natalité faible, pas assez pour reconstituer la population tunisienne. Bon. Si l'État ne fait rien, les couples ne font plus d'enfants parce que c'est devenu compliqué, cher et compliqué. Du point de vue des moyens, du point de vue de la liberté des femmes qui veulent travailler, qui ne peuvent plus assurer 3 enfants, 2-3 enfants, donc ils en font 1 et puis c'est tout. Puis c'est devenu cher. La crèche, jardin d'enfants en privé, l'État se retire, il ne prend plus en charge ni les personnes âgées, Alzheimer et autres, ni les handicapés, ni les enfants en bas âge. Donc c'est les femmes qui prennent le rôle de l'État. Qui assurent le rôle de la faiblesse de l'État, ça tombe sur les taux. Et donc elles ne peuvent pas faire à la fois, comme a fait ma maman, elle en a eu 10 vivants, 10 enfants. Donc elle ne faisait que ça. Je me rappelle, on avait aussi des amies italiennes. Je me rappelle une voisine dans le quartier. C'était très sympa d'ailleurs. Le matin, elle tire la table, elle la met près de la porte, elle amène une grosse marmite de pâtes, elle la met sur la table. Le soir, elle rentre, tire la table, rentre la marmite, elle ferme la porte. Le lendemain, elle fait la même chose. C'était des mamas qui étaient nourricières pour tout le monde et ça crée une convivialité. C'est fini maintenant, on ne peut plus le faire, ça. C'est un modèle dépassé. Ouais. À l'époque, des questions qui sont maintenant presque banales, comme la liberté sexuelle, pas avoir un enfant seul, l'homosexualité, tout ça, c'était pas l'ordre du jour à l'époque, si? Oui, ça c'est un autre problème. Ça, dans ma génération, c'était un peu compliqué. Et à la fois, on était dans une espèce d'émancipation, c'est-à-dire on avait les mini-jupes. J'étais parmi les premières femmes à me baigner en maillot devant les garçons du quartier et tout, alors que ma mère était voilée, ma cousine qui a 2, 3, 4 ans de plus que moi était voilée. Donc il y avait, grâce à Bourguiba, grâce aux films égyptiens, Chedia et tout ça, c'était ça. Quand on voit maintenant les films égyptiens de cette période-là, les femmes étaient avec des grands décolletés, des maillots et tout ça. Donc il fallait être un peu moderne, entre guillemets, mais en même temps,
il fallait être, comment dire, sérieuse. Au niveau de la virginité, rien à faire. C'était la norme. Alors là, et donc, quand on sortait avec les garçons, là, c'était un peu compliqué. Ou il fallait carrément avoir des relations tout à fait normales, donc il fallait assumer. Hein. Ou alors, à l'époque, ça n'existait pas encore, parce que ça existe encore, ça existe aujourd'hui, c'est de faire une revirginisation. Mais j'ai l'impression, c'est mon sentiment, qu'à l'époque, les femmes de ma génération assumaient mieux que celles d'aujourd'hui la transgression de ce tabou. Ah oui? Oui, transgression. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas accepté. C'est pas... Ça se traduisait presque automatiquement une difficulté de se trouver un mari, non? C'est ça, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire, où c'est les hommes, on était dans un circuit, il y avait des hommes qui acceptaient, parce qu'ils épousaient des Françaises, des Belges, ils ne peuvent pas leur demander d'être vierges quand même. Alors pourquoi demander à une Tunisienne d'être vierge? Donc celles qui se sont mariées généralement à l'étranger, qui ont voyagé et tout ça, pour elles, c'est relativisé cette affaire-là. Mais celles qui restent dans la famille, au milieu rural, etc., elles sont dans la culture du pays, et là, il faut qu'elles se soumettent. Ou alors, il faut qu'elles trouvent des ruses. Bon, les ruses, ça existe aussi. Donc aujourd'hui, par contre, dans les enquêtes auprès des jeunes qu'on fait, là, dont une récemment, là, avec des jeunes de 18-24 et même de 25-29, dans 8 cas sur 10, ils sont pour respecter la virginité. Non, c'est les hommes qui affirment ça. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles pensent de ça? Elles sont moins nombreuses, moins nombreuses à dire, mais elles ne peuvent pas non plus dire complètement contre. Mais c'est quand même incroyable, quand même, cette affaire que reste aussi si marquée. C'est parce que les hommes ne conçoivent pas qu'il n'y ait pas de pouvoir sur les femmes et sur le corps des femmes. On en est encore là, on n'a pas dépassé, c'est tout. Ça va peut-être changer dans 20-30 ans, mais on a changé entre-temps, parce qu'au niveau de l'habillement et de tout ça, il y a quand même des progrès. Bon. Plutôt dans le sens inverse, parce qu'à l'époque vous étiez en mini-jupe, maintenant c'est quasiment oui, ceci dit, en Occident aussi les mini-jupes sont très rares. Mais sa manière de s'habiller, c'est pas montrer, vous le faites pas mais montrer votre corps, mais rendre le corps visible, ça c'est quelque chose qui se fait encore un peu partout, et en Tunisie de moins en moins, j'ai l'impression. Ça dépend comment on voit les choses. En tout cas, moi, j'ai jamais été agressée. Je me souviens n'avoir jamais été agressée, ni parce que je portais quelque chose de particulier, ni parce que le mois de Ramadan, j'allais prendre un café, j'étais pas agressée. Alors que maintenant, je le ferai plus. Il faut analyser. Est-ce que parce que les femmes s'affirment plus dans l'espace public, que les hommes se sentent menacés d'une certaine manière par cette présence des femmes, ont du mal à accepter l'égalité, ont du mal à accepter nouveau visage de femmes moins soumises, et donc ils réagissent par la violence, et donc anticipant sur cette violence, les femmes vont faire de l'autocensure. Il y a peut-être de ça, parce qu'il y a beaucoup de violence dans l'espace public. Hein. C'est comme si, pour certains hommes, c'est un droit. Pourquoi pas? Madame, tant qu'elle est dans l'espace public, tant qu'elle est là, et surtout la nuit, alors là, elle mérite d'être agressée. Elle est dans mon territoire, en quelque sorte. À l'époque, il y avait des endroits, moi je me rappelle, bon maintenant heureusement que ça a changé, je me rappelle, il y avait des endroits où on ne pouvait pas passer. Par exemple, une des cafés de Bab Jdid, où il y avait des hommes, la même chose dans la Médina. Donc il fallait connaître ces endroits où les hommes affirment leur pouvoir, leur virilité, de droit. Donc il y avait une cartographie des espaces réservés ou plus compliqués pour les femmes. Des espaces et du temps, les heures. Il faut rentrer à telle heure, pas dépasser telle heure. Même en milieu rural, ça existe aussi, on l'a vu. Mais je sais que dans le milieu rural, il y a aussi des routes et des espaces que les femmes ne traversent pas. Vous êtes toujours à la TFD? Je suis à la TFD, oui, je suis. Quand vous entendez quelqu'un vous dire c'est une organisation de femmes bourgeoises, ça provoque quoi chez vous? D'abord, je dis que les bourgeoises et les populaires, elles vivent une même condition. C'est une condition partagée. Deuxièmement, les bourgeoises ou les intellectuels, dans toutes les sociétés, elles sont, comment dire,
elles ont les moyens de réfléchir et de contester parce qu'elles ne sont pas dans le quotidien. Et que toutes les études montrent que la contestation commence aussi avec des intellectuels et parfois des bourgeoises. Bon, ils disent, moi, ça me gêne pas. Et puis quand je me dis ça, je dis c'est pas vrai parce que les problèmes que nous soulevons, ce sont des problèmes que nous vivons en tant que femmes ou que vivent les autres femmes quand on parle de pauvreté, de sous-scolarisation, d'exploitation sexuelle des femmes, etc. On ne raisonne pas en bourgeoise. Y compris par des femmes. Je l'entends par certaines femmes jeunes qui sont dérangées. Disent, ah non, moi je ne serai pas de la TFD parce que c'est une organisation bourgeoise. Non, parce je crois qu'elles sont dérangées par le discours de la TFD. Parce que c'est un discours qui est contre une forme de politique qui bouscule certaines normes de relations entre les hommes et les femmes, qui accepte les personnes LGBT. Maintenant, ça dérange beaucoup de gens. Ah oui, ça dérange énormément. Bon, il y a beaucoup de choses que font les associations féministes qui dérangent. Tu vois. Mais les grands acquis ont été faits par qui? Par ces associations-là. La loi 58. Ça fait 30 ans qu'on lutte pour la violence à l'égard des femmes, depuis 90. Le premier centre est de 91. Hein? Que ce soit à la TFD ou à l'AFTURD. On a fait une étude sur divorce, violence et droits des femmes. Et on a montré par les études, par le plaidoyer, par les observations, par les déclarations publiques, etc., que les femmes sont victimes de violences. Et les premières réactions disaient « Nous, on a le code du statut personnel, ça n'existe pas la violence en Tunisie. » Comment ça n'existe pas? Il a fallu qu'il y ait la révolution pour que l'enquête nationale sorte en 2011, qui montre effectivement qu'il y a de la violence dans la société tunisienne et que les pouvoirs publics et les résistances baissent parce que là, c'est une enquête nationale officielle de l'Office du planning. Et c'est là qu'on a commencé. Et encore, il a fallu que les militantes féministes continuent de travailler entre 2015, même après la Révolution, et surtout entre 2015 et 2017. On s'est organisé en coalition, une coalition nationale. J'ai eu le plaisir de la coordonner pendant au moins 2 ans pour pousser à la création de la loi 58. Ce n'est pas l'État qui a fait la loi. Le ministère a constitué un groupe d'experts et on a fait partie du groupe d'experts présidé par Saleh Ben Achour. Il y avait moi-même comme sociologue, il y avait comme médecin Salma Hajri, il y avait juriste, sociologue, médecin, psychologue. Et on a préparé le projet de loi, qui est un gros projet. Mais après, ils ont commencé à réduire un peu, comme on dit, on a coupé. Et bon, on a gardé ce qui est sorti. Et après, il a fallu faire le plaidoyer à l'ARP, l'Assemblée nationale, et être là derrière la ministre à lui souffler chaque fois ce qu'elle va défendre. Et c'est pas fini, parce que la loi est passée, maintenant il faut l'appliquer. Bataille la semaine dernière au ministère, parce que la ministre, je ne sais pas sous quelle influence, elle dit « je veux amender la loi ». Et on a été la voir et on l'a déstabilisée. Et moi, je suis chercheur surtout, donc parce que j'ai des enquêtes derrière moi, j'ai une masse de connaissances. Mais il y a les militants purs et durs qui ont intervenu, elles, avec d'autres arguments, pour qu'elles disent « non, on va améliorer l'application de la loi, il n'est pas question de l'amender ». Et quand elle pensait à l'amender, elle pensait à quoi? Dans le contexte actuel, où on a perdu la parité déjà. Oui. Nous, on a milité pour avoir la parité au Parlement. On l'a perdu. Après, ça aide à l'enlever. Oui. Demain, il risque d'enlever la parité dans les conseils municipaux. Donc on a reculé. On s'est dit, dans un contexte comme ça, il risque de reculer. Et vous allez voir, Sané, elle va vous parler plus que moi de ça, parce qu'elle est contre, elle est pour le boycott, carrément. Elle n'est pas venue à la réunion avec la ministre. Mais la ministre, qu'est-ce qu'elle avait en tête comme amendement? Je ne sais pas. Elle dit, moi, je reçois des rapports de l'UPR, l'organisme international, leur disant les Tunisiennes ne sont pas protégées, par exemple, un des arguments, ne sont pas protégées contre le viol conjugal. Donc il faut amender certains articles, et notamment les concepts. Or, les juristes ont dit que si on prend un concept dans une loi et on commence à travailler dessus, c'est un amendement. Et si tu commences à amender une loi, tu ouvres la porte à d'autres amendements. La crainte, c'est qu'on recule, comme on a reculé sur d'autres choses, c'est ça le féministe, où on ouvre la porte à vont s'infiltrer des recommandations qui ne sont pas positives pour les femmes, qui ne sont pas progressistes. La femme rurale, par rapport à ces questions-là, le statut de la femme, liberté de la femme, ainsi de suite. La femme rurale, elle est quelque part,
dans cet espace de lutte, elle est oubliée. Le problème de la femme rurale, c'est comme pour les hommes d'ailleurs, c'est que le monde rural est dispersé. Donc tu n'arrives pas à ramasser. Donc là, c'est ça le problème. L'autre problème, c'est que les conditions de travail des femmes rurales, on a écrit, on a fait des choses, on a parlé à la télé, etc. Il y a eu une grosse enquête qui a été faite en 2013, que j'ai dirigée moi-même, sur les zones rurales les plus dispersées de la Tunisie, qui montre les distances que font les femmes, les distances moyennes que font les femmes pour aller à un dispensaire, 4 km. Moyenne que font les filles pour aller à l'école, etc. Donc c'est que l'État doit intervenir. Bon, mais il intervient comment? Le problème, ils ont fait une espèce comment dire, pour la sécurité sociale, ils ont fait une mesure là, mais le problème, c'est que les femmes ne travaillent pas, doivent travailler un certain nombre de journées par an pour bénéficier de ça, et qu'elles sont sur plusieurs employeurs, parce que ce qui se passe, c'est que par exemple, sur le plan du travail, celui qui a le camion, c'est-à-dire le recruteur, il va dans un village, il prend toutes les femmes, la cousine, la nièce, la fille, la belle-sœur, etc., hop, dans un camion. Et puis il les ramène à l'employeur. Donc, et lui, il a un rôle d'interface, de pouvoir, donc il prend sur le salaire des filles, des femmes, et il est payé par l'employeur. Donc elles sont payées pratiquement la moitié du salaire d'un homme. Dis-moi, où va l'autre moitié? L'État a fait une expérience, il y a eu une expérience d'un bus dans une ou deux régions, climatisées et tout. Mais d'après ce qu'on m'a dit, les femmes ne l'ont pas pris, ne le prennent pas. Pourquoi? Parce que ce monsieur qui recrute, il leur prête de l'argent, tu vois, il trouve du travail pour le fils. Donc il a un rôle dans cette communauté, donc ils ne peuvent pas le lâcher. Donc il aurait fallu que l'État trouve un arrangement avec ces gens-là, avec ces recruteurs. Donc il n'y a pas eu de négociation de ce genre-là. Et donc la situation est restée telle qu'elle, avec des risques que les femmes courent chaque fois qu'elles se lèvent. 3 heures du matin, elles prennent la voiture. Et vous savez que dans la 4x4 bâchée, là, machin, on met de l'eau, comme ça les femmes ne peuvent pas s'asseoir. Elles sont obligées de rester debout. Voilà, donc pour les femmes rurales, bon, officiellement, ils ont fait des projets. Donc, entre autres, la ministre a dit, moi j'ai fait un projet pour les femmes, 1600 femmes, j'aurais trouvé des sources de revenus, fameux projet Samida. Samida qui veut dire je résiste ou quelque chose comme ça en français. Résistante. Mais c'est du saupoudrage. C'est du saupoudrage. S'ils n'obligent pas, par exemple, déjà à une égalité de salaire, je pense que c'est ça qu'il faut obliger les employeurs à payer la même chose. Si les femmes font les mêmes tâches, ils doivent être payés comme les hommes. Il n'y a pas de raison pour qu'elles soient payées moins. Parce que là, le droit du travail n'est pas appliqué. Il y a une double inégalité. Dans l'inégalité entre les hommes et les femmes par rapport aux revenus, le traitement, l'héritage, le travail, l'héritage. Et puis, il y a l'inégalité entre les femmes rurales et les femmes en milieu urbain. Et les femmes dans le milieu urbain. Oui, c'est-à-dire l'égalité de classe sociale aussi, parce que dans le milieu urbain, tu as des femmes qui viennent des périphéries, qui font les ménages chez nous et qui sont aussi payées misère quoi, par rapport à ce qu'elles devraient avoir. Il y a aussi des quartiers périphériques qui sont aussi dans des taux de pauvreté assez importants. Voilà. Vous êtes toujours sociologue. Vous êtes à la retraite, mais vous êtes toujours sociologue. Oui, de plus en plus. Vous continuez à travailler. Parce qu'après la retraite, au lieu de se reposer, on est sollicité par le contexte, par les défis. Et puis c'est intéressant parce que la Tunisie devient un véritable laboratoire, en fait, après la Révolution. Donc on voit les choses... s'articuler, se construire, se déconstruire. C'est vrai, c'est passionnant. Donc on n'arrête pas d'observer, de réfléchir, d'écrire quand on peut aussi. On est sollicité par des tas d'étudiants, des stagiaires qui viennent, des conférences. Avant 2011, vous arriviez à faire des enquêtes de terrain, des recherches de terrain. C'était possible. J'en ai fait sous contrôle. Sous contrôle parce que à l'époque, soit à la fac en tout cas, c'était assez difficile. Même les géographes, Amr Belhadi et tout, avaient des difficultés. Moi, j'ai été convoqué au ministère de l'Intérieur plusieurs fois avec le questionnaire. Oui. Une fois, on a voulu faire une étude qui était comparative les 3 pays du Maghreb. Il y avait des questions sur la religion, 3 ou 4 questions. Et c'était avec une amie qui avait un petit bureau d'études, et donc moi et Madame Lille Bessel, on était avec elle.
Et on a été convoqué par comment dire, le chef de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur, à l'époque, Fachou, et il nous a dit comment vous êtes en train de... On nous a dit, au ministère de l'Intérieur, on nous a dit que vous êtes en train de faire une enquête sur l'islamisme et tout ça. Je dis pas du tout. C'est une enquête sur les jeunes. Et entre autres, il y a 2 ou 3 questions sur la religion, comme dans toutes les enquêtes. Et donc là, ils ont arrêté l'enquête. Donc elle a eu lieu en Algérie, au Maroc, mais elle n'a pas eu lieu en Tunisie. On a perdu les fonds et elle n'a pas eu lieu. Donc c'était difficile. Ce qu'on a fait dans les associations comme enquête, on l'a faite sous couvert de l'UGTT, sous l'ombrelle de l'UGTT, en disant, l'UGTT dit, c'est avec mes cadres, et moi je suis libre de faire un travail auprès des cadres syndicaux, auprès de mes adhérents. Pour des universitaires qui voulaient faire du terrain, il fallait passer sous une couverture de l'UGTT. Par exemple, voilà. Des universitaires ou des associations de recherche aussi, les deux. Mais c'était des pressions indirectes ou c'était carrément parce qu'il fallait avoir l'autorisation. L'autorisation. Ou alors, bureau d'études. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les bureaux d'études. Ils ont des agréments. Donc, quand l'enquêteur sort, il a une lettre avec lui disant le ministère de l'Équipement, le ministère de l'Agriculture autorise monsieur Cadet. Voilà. Sans cette feuille, tu es arrêté par la police. Enquête rapide pour des institutions sur commande. Là, ils sont autorisés. C'est facile. Et les financements de l'État, vous aviez en tant qu'universitaire, je veux dire. Financement de l'État. Pour la recherche, bien sûr. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y a dans les projets de coopération, souvent, de financement, par exemple le CRS, il y avait des financements à l'époque, au début il y avait la Fondation Ford, puis après il y a eu Konrad Adenauer, puis il y a eu beaucoup de fondations qui ont financé des enquêtes, soit du CRS, soit de la faculté. Mais avec la faculté, c'est compliqué parce que moi, j'ai tenu une unité de recherche sur le changement social. Et quand j'ai fait des accords de coopération avec des laboratoires Rennes ou à Paris, tout ça, bon, l'argent arrivait dans les caisses de la faculté, puis ça partait, on ne sait pas comment. Et finalement, j'ai relancé. Est-ce que les étudiants pouvaient sortir, faire leur terrain pour eux, pour leur thèse, pour leur master, discrètement, très discrètement. Et pas de travaux approfondis de terrain, de recherche qui peuvent durer plusieurs mois. Ils peuvent. Il y a eu des thèses et tout, mais ils doivent faire attention de ne pas se faire arrêter. C'est tout. Par exemple, il y a des institutions qui sont fermées, comme par exemple les centres de défense sociale, comme la prison, comme... Les prisons, c'est le lieu le plus fermé de tous. Dernièrement, j'ai fait un travail avec la Ligue des droits de l'homme sur l'extrémisme violent dans les prisons. À chaque fois, ils me demandaient d'autorisation. Ils sont venus ici faire une enquête sur le quartier. Ils ont demandé Saïd Adraoui, parce que mon nom officiel, c'est Saïd Adraoui. Okay. On dit, on ne connaît pas, il n'y a pas de Saïd Adraoui dans le quartier. Ça m'a retardé 3 mois, en attendant qu'ils mettent les 2 noms ensemble. Ouais. Non, il y a des institutions, l'éducation nationale, les enquêtes sont très difficiles aussi. Ça explique l'absence d'études sur plusieurs sujets, exactement, plusieurs thèmes, et surtout tout ce qui l'absence de moyens, de finances. Rurale, notamment, qui est bien sûr, il faut des moyens, il faut des bus pour se déplacer. L'étude qu'on a faite sur les femmes rurales, il y a eu à peu près une 40aine d'enquêteurs avec des superviseurs qui ont été dans les montagnes, dans les trucs. Donc ça coûte cher, le milieu rural coûte très cher. J'ai fait un travail avec le PNUD dans le milieu rural de Bizerte à l'époque. Pareil, il y avait une voiture, chauffeur qui se déplaçait avec moi. À l'époque, ils avaient fait ce qu'ils appelaient les pôles de développement. Ils voulaient regrouper la population rurale dans un endroit qu'ils appelaient pôle de développement. Donc, dans la région rurale de Bizerte, il y avait des gens qui avaient habité à Marni, ça s'appelait Marni, c'était des fractions de tribus qui avaient habité sur la dune. Après, ils voulaient faire une zone touristique. Donc, ils voulaient déloger cette population et la mettre dans un autre endroit qu'ils appelleraient pôle de développement. Donc, ils m'ont demandé d'aller voir justement ces populations, de faire l'étude pour voir les relations, s'ils sont d'accord, parce que c'est des fractions de tribus, s'ils sont d'accord d'être ensemble, où est-ce qu'on va mettre l'école, la mosquée, nana, etc. Donc c'était un peu... j'ai sorti d'ailleurs un petit travail, un petit livre sur ça. Et donc c'était effectivement, ça demandait des frais de déplacement assez importants aussi. C'était quoi le titre de ce petit livre?
Femme rurale de Marnissa, je pense, ça devait être ça. Et je crois que je l'ai ici, je vais vous montrer. Ça, c'était quelle année? Je pense 94, 95. 2011 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ça a produit quelque part un changement en termes de recherche, en termes de par rapport à la femme et tout ce que les droits des femmes, est-ce que ça a changé ou est-ce que c'est juste des images comme ça? Par rapport à tout ce que la sociologue, qu'est-ce qu'elle dit, quel est le produit profond de ces dernières années? Le besoin, moi, que j'ai senti en 2011, c'est le besoin d'accompagner la mutation qu'on est en train de vivre. C'est d'observer, mais c'est aussi de documenter. Bon. C'est vrai qu'à un moment donné, j'avais l'impression de faire un travail de journalisme. Mais je me suis dit que, bon, quitte à reprendre quelques années après ce que j'ai observé en 2011, je ne perds rien à accompagner. Et puis, on était sollicité aussi. On était sollicité d'apporter des réponses, de contribuer à interpréter. Par les médias, par les médias, les associations, la société civile surtout. La société civile qui était dans l'opposition et qui a besoin d'outils, de connaître cette société pour pouvoir contribuer au changement, à la démocratisation, etc. Donc il fallait produire une connaissance qui permette aux associations de faire leur plaidoyer, de mobiliser, d'avoir un cahier de revendications cohérent, appuyé sur un savoir objectif de la réalité. Il y avait un peu ça. Il y avait les politiques aussi, puis même les organismes internationaux. On m'a demandé de faire des bilans genre, la GIZ, faire un bilan genre de la Tunisie, où on en est aujourd'hui de la question des femmes et du genre, au début. Puis là, 10 ans après, ils font un deuxième bilan genre, chaque fois. Voilà. Donc moi, j'ai fait celui de 2011, qui est sur Internet d'ailleurs. Le PNUD aussi m'a demandé à l'époque de faire aussi la même chose, ce concernant la participation politique des femmes. Donc les revues internationales, dans la nouvelle question féministe aussi, j'ai fait un article sur la mobilisation et le mouvement des femmes. Et là, je suis remontée avant, donc déjà les années 20, les années 30, les années 70, où on a commencé le mouvement féministe tunisien indépendant par rapport à l'époque à Bourguiba, etc. Et jusqu'en 2011, 2014 a été publié le numéro spécial sur le féminisme au Maghreb. Donc, c'était les possibilités aussi de s'exprimer étaient plus importantes. On pouvait écrire, on pouvait circuler pour faire des entretiens, des enquêtes. Il n'y avait plus de limites et de contraintes comme avant. Ça a amélioré les recherches en termes de résultats, cette liberté-là, ça a donné des éclairages sur des choses qu'on ne connaissait pas, par exemple. Oui. Ça a permis d'éclairer des champs qui étaient restés obscurs sur les jeunes. Quand on a fait un séminaire sur les jeunes avec l'Association internationale de sociologues de langue française, puisque j'étais au bureau, je ne vous ai pas dit que j'étais élue au bureau en 1994, première femme tunisienne dans le bureau. Et c'est à partir de là que les Tunisiens sont au bureau de l'Association internationale de sociologie. Le président actuel est un Tunisien, Ahmed Meliti. D'accord. Mon étudiant. Ouais. Voilà, il y a eu beaucoup d'ouvrages qui ont été publiés. Par les sociologues, pas beaucoup, mais quand même, il y a eu Meher Hnayen qui a fait quelque chose, la périphérie, les marges, etc. Il y a le groupe de Ahmed Meliti, il y a le groupe de Lemloum, une anthropologue, Marim Salemi. On peut dire qu'il y a une petite dizaine d'ouvrages publiés après 2011, quand même, par les sociologues. Et vous pensez que ça encourage les jeunes à aller vers la sociologie? Vous pensez que la sociologie a tendance à se développer en ce moment ou ça ne change pas profondément? Disons qu'en termes de débouchés, j'ai l'impression que ça s'améliore. Parce que justement, même au niveau des institutions, moi je vois par exemple le ministère de la Femme, ils ont recruté cette année 3 jeunes sociologues.
Donc, au ministère des Affaires sociales, l'attaché de cabinet est un sociologue. Donc, il y a aussi, même au niveau des institutions, ils ont compris que les sociologues sont importants à comprendre les conflits, à comprendre les revendications, les relations sociales dans les communautés. Je pense qu'en termes de débouchés pour les jeunes, en tout cas, ils raisonnent aussi comme ça, parce que c'est bien de faire une thèse, hein, mais on aimerait bien après travailler. Vous avez une bonne connaissance du pays, du territoire, des régions? Je pense que oui. Je pense que je connais le Nord, tout ce qui est... Je travaille beaucoup au KEF. Je travaille avec les organismes nationaux, avec l'Odicipano, sur des tas de problématiques de groupement des populations, les énergies renouvelables, enfin tout ça. J'ai travaillé à Béja, j'ai fait ma thèse, donc j'ai fait Béja. Célienne, j'ai fait des focus group. Bizerte aussi, pas mal dans les sections de la TFD. Le centre, tout ce qui est Sousse, Monastir, oui aussi, oui. Mais vous n'avez pas particulièrement investi un terrain, par exemple, prolongé, comme on dit souvent, sans terrain, comme Beige, par exemple, ça aurait pu être votre zone d'investigation profonde. Non, vous n'avez pas. Non, c'est plus une catégorie sociale qu'une zone. D'accord. Pour moi, c'est de plus en plus, c'était la famille, l'éducation, un thème, donc la famille et les femmes maintenant, les relations hommes-femmes. Oui. Et comment ils sont en train d'évoluer, dans quel sens, comment dire, vers quel type de droit ou de chance, et est-ce que le changement de contexte politique ou économique, comment il se traduit au niveau des relations et des rapports de force ou de pouvoir. D'où la nécessité de changer de terrain pour voir des situations différentes. Voilà, j'imagine. exactement. Ouais. De partager avec des chercheurs dans d'autres pays, que ce soit l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, la Jordanie aussi, la Libye maintenant, où les meurtres, les féminicides sont publiés sous forme de suicide. La femme, elle est tuée par son mari, toute la famille, y compris les parents, le médecin légal, les parents, elle s'est suicidée. Pourquoi? Parce que sinon, ça détruit l'ambiance de la famille et les sœurs ne trouvant plus de mari. Ça devient une famille maudite. Donc là, j'ai appris dernièrement cette affaire-là, comment la société construit autour d'un phénomène nouveau, scandaleux, moralement scandaleux, toute une problématique, toute une construction pour banaliser. Deux questions. Qu'est-ce qu'on risque quand on viole une femme en Tunisie? Il y a de la prison, ça c'est sûr. Je ne sais plus si c'est 20 ans, c'est 20 ans, c'est beaucoup. Ça peut aller jusqu'à 20 ans? Ah oui, je pense qu'il y a 20 ans. Quand c'est mineur, c'est encore plus que ça, je crois. Je pense que c'est ça, ouais. Il y a tout un problématique du consentement. Hein. Aujourd'hui, il faut réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire consentante? Il y a même au niveau européen, il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'écrire. Ça veut dire quoi consentir, en fait? Surtout dans notre culture à nous. Qu'est-ce que ça veut dire consentir? En termes de viol conjugal. Oui. Mais en termes de viol d'autres personnes, c'est pénalisé, mais c'est grâce à la loi 58 d'ailleurs, parce qu'avant, et surtout le plus grave, c'est pas qu'elle soit violée, c'est qu'elle soit obligée d'épouser le violeur. Voilà, la loi l'a enlevé. La loi 58 l'a enlevé. Mais dans la réalité, beaucoup de gens continuent de penser, les dernières enquêtes, que il faut qu'elle épouse le violeur pour sauver l'honneur de la famille. Qu'est-ce qu'on risque quand on tue sa femme? Justement, on travaille sur ça, sur le féminicide des épouses, justement. Et là aussi, il faut voir les juristes. Je ne voudrais pas vous mettre en erreur, mais il faut voir avec les juristes ce que les codes pénals prévoient en termes de meurtre ou d'assassinat de l'épouse. Votre terrain ou votre publication préférée, qui pour vous, si vous êtes fier d'un terrain ou d'un travail, je veux dire publication ou thèse ou n'importe, que vous pouvez citer un exemple, qu'est-ce que vous donneriez? J'ai travaillé dernièrement sur deux choses que je trouve intéressantes, sur le cyberharcèlement sexuel des étudiantes, qui est publié. Vous découvrez des choses, Oui. Et j'ai aussi travaillé sur la campagne NZ, MeToo en Tunisie, qui est publiée. Vous trouverez aussi les deux sur Internet.
Et là, je trouve que ces deux études sont très importantes aujourd'hui. Je trouve que je les cite assez souvent parce qu'elles sont vraiment sur un phénomène nouveau qui est banalisé, et qu'il faudrait quand même approfondir, comme vous dites, concernant les féminicides ou autres. On n'a pas de savoir et d'explications suffisantes. Parce que tuer les femmes, c'est non seulement il la tue, mais il tue en quelque sorte tout ce qui est féminin, en fait. C'est le féminin qui est complètement anéanti, qui est complètement détruit. La manière dont ces femmes sont détruites, c'est comme quelqu'un qui veut effacer quelque chose. Bon, je ne suis pas psychanalyste et je n'aime pas trop les explications des psychanalystes parce que par ailleurs ils sont très misogynes, mais il doit y avoir quelque chose de l'ordre de quelqu'un qui ne supporte pas autre chose que l'homme, que le masculin. Tu vois, c'est une destruction de l'autre face de l'humanité. Un travail que vous aimeriez faire, que vous n'avez pas eu l'occasion de faire, que vous regrettez de ne pas avoir fait. Une recherche, parle de la sociologue, bien sûr. Une recherche que vous aimeriez faire ou que vous auriez aimé faire. Bon, ce que j'aimerais faire, c'est de faire des parcours de vie, des récits de vie, comment dire, de leaders, de femmes leaders, de femmes militantes. Et j'aimerais aussi faire des parcours de vie de femmes ministres. On a eu 16 ministres dans le pays, 17 avec celle-là. Et j'aimerais savoir comment elles ont géré cette affaire-là. Il y a eu quelqu'un qui a fait déjà un livre sur les ministres de Bourguiba et les ministres de Blali. Et quand j'ai parlé aux amis de dire j'aimerais bien faire un livre sur les femmes ministres, elles m'ont dit mais qu'est-ce que ça veut dire, tu vas les valoriser et tout. Travaille plutôt sur les parcours des féministes tunisiennes ou la maghrébine ou la haja et laisse tomber cette affaire-là, tu vois. Donc je suis entre les deux, mais ce que j'aimerais faire c'est voir un peu ce que vous faites comme ça, c'est un peu le récit de vie, de voir comment elles ont commencé, comment elles ont monté l'échelon, les difficultés auxquelles elles se heurtent, comme par exemple Boshra Ben Ahmida maintenant, qui est en exil à Paris. Tu vois, donc tout le parcours de certaines femmes qui ont milité, qui ont lutté, qui sont peut-être pas nécessairement les bourgeoises dont vous parlez, mais ça peut être des leaders invisibles qui ont lutté pour affirmer un certain nombre de choses et changer dans leur environnement. Vous connaissez comme moi je connais quelques-unes personnellement, des femmes noires tunisiennes. Oui, j'en connais, oui. Vous les suivez, vous pensez qu'elles font un travail important, est-ce qu'elles s'éloignent de la cause féminine? Vous parlez Je sais qu'il y a une ou deux associations et que la leader d'une des associations est une femme puissante. Oui, voilà. Oui. C'est une femme forte, une femme qui a vraiment du cran, hein, très courageuse. Malheureusement, elle est seule. Tu ne sens pas qu'il y a un mouvement derrière elle. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, ce phénomène est se développé depuis 2011 aussi. C'est qu'il y a beaucoup d'associations où il y a une personne et puis il y a 6-7 salariés. Donc, il n'y a pas de mobilisation réelle. Il y a des gens qui font des choses ponctuellement sur Internet ou dans l'espace public, surtout virtuel, il faut le dire. Le bénévolat est en train de reculer. Alors, les jeunes préfèrent travailler sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on me dit. Les formes de militantisme ont changé, y compris d'ailleurs dans les associations et les partis politiques aussi. Hein. De certaine manière, les formes de militantisme ont changé, sont plus individualistes. Vous les mobilisez une fois, ils viennent, mais pour le travail quotidien, la mobilisation quotidienne, ils sont souvent pas là. Voilà, le problème c'est ça. Et puis il y a tout l'autre danger aussi qui nous guette, c'est les bailleurs de fonds, c'est les opportunités offertes par les bailleurs de fonds. Tu travailles sur le rôle politique des femmes, et puis le bailleur de fonds te dit ben, moi j'ai de l'argent, mais c'est l'empowerment économique. Du coup, tu es dans un projet politique et tu vas vers l'autonomie économique des femmes qui n'a pas de relation directe. Quand tu as un projet politique, tu veux faire un certain nombre de choses pour que les femmes aient un rôle politique majeur. Tu te retrouves en train de les équiper pour faire des petits projets, etc. Donc c'est autre chose. Alors, j'ai une question très large. Vraiment, moi je suis universitaire, enfin moi aussi je suis à la retraite, mais je suis universitaire, j'étais en France comme universitaire, j'ai toujours travaillé avec des institutions européennes ou enfin du Nord, disons du Grand Nord, et
en France, c'est rare, ça arrive, il y en a, mais c'est rare que des universitaires en sciences sociales fassent des travaux commandés par des bureaux d'études ou par des organisations comme ça. Ça arrive, mais c'est relativement rare. Dans les pays du Sud, j'ai vécu longtemps, plusieurs années en Égypte. Ouais. Je connais bien le Maroc, Voilà. la Tunisie, l'Algérie. En général, le gros investissement des recherches, des chercheurs en sciences sociales, c'est des chercheurs qui travaillent sur commande. L'explication est financière ou il y a autre chose? Il n'y a pas de budget pour la recherche suffisant. Il y a aussi le fait que les salaires des enseignants n'ont pas évolué depuis des décennies. Que ce soit en Égypte ou en Tunisie. Donc aujourd'hui, vu les prix des loyers, le prix des soins pour les enfants, tu vois que l'universitaire qui s'arrête à son salaire, même en étant en couple, il n'y arrive plus. Donc il y a aussi la tentation de l'argent, surtout quand on est jeune, on commence, etc. Donc il n'y a pas de structure de recherche pour pouvoir faire de la recherche dans les facultés. Moi, dans ma carrière de 40 ans à l'université, j'ai pu faire une unité de recherche et avec ça, les difficultés dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour pouvoir faire des projets avec... on n'avait pas de budget national, on n'avait pas d'argent. Il fallait aller solliciter le CMCU ou des fondations, etc., pour avoir de l'argent pour faire soit des enquêtes, soit envoyer des étudiants en stage, etc. Donc j'étais dans des projets, notamment un projet important dont je n'ai pas parlé avec des universités. Il y avait l'Espagne, Complutense, il y avait Rome 3, il y avait le Maroc, Mohammedia, puis Toulouse, l'équipe de Toulouse, c'est là que je les ai connus, qui a duré 4 ans, où on a eu un petit équipement, un ordi, où des étudiants ont été en France, etc. Ils ont fait des stages qui les ont vraiment marqués, donc tu sens que ça a été pour eux très important comme échange. Mais c'est grâce à des projets de coopération. Donc l'État tunisien ne finance pas la recherche, et comme il ne finance pas les associations d'ailleurs. Il n'y a pas de sous pour les associations. Même quand c'est une association de recherche, comme l'association tunisienne de sociologie hier. Vous y arrivez? Il faut essayer. Moi je dis qu'il y a des pays, comme le laboratoire de sociologie de Rennes, ils ont fait ça. Ils travaillent avec le ministère de l'équipement. Ils savent comment transformer une commande en recherche scientifique. Moi, j'ai fait un projet dans ce sens-là, il n'a pas été accepté. De comment faire former les jeunes à cette sociologie professionnelle, d'être au service des institutions, tout en gardant son statut de sociologue ou de chercheur. On peut essayer de faire les deux, mais il faut qu'il y ait la volonté pour ça. Il faut qu'il y ait une véritable réforme de l'enseignement, de la sociologie, des sciences sociales de façon générale, pour qu'il y ait à la fois des sociologues qui vraiment réfléchissent et agissent en sociologue tout en faisant un travail utile pour la société aussi. Ça vous arrive de pratiquer, je reprends la formule connue, de pratiquer la ségrégation positive en faveur des femmes, justement? Non, je prends selon la compétence et selon le besoin. Ça dépend, parfois je prends les deux, mais non, je n'ai jamais fait de favoritisme en faveur des filles parce que c'est des filles, non. Mais c'est par rapport aux chances ou aux inégalités des chances dont vous parlez au début. Oui. C'est par rapport à ça. Quand on est femme, universitaire, sociologue, engagée, activiste, féministe, on est forcément de gauche? Disons que ce n'est pas la gauche politique. Et je ne suis pas d'accord avec tout ce que fait la gauche politiquement dans mon pays. Mais effectivement, on est un peu de gauche. Forcément on est. Ça ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas que l'État ou le pouvoir en place fait des choses positives. Et je pense que Bourguiba a fait beaucoup de choses. Bourguiba, concernant le discours sur la virginité, je me rappelle le discours, moi j'avais, je ne sais plus quel âge, et puis publiquement il a dit, écoutez, celui qui vient me voir le lendemain de son mariage, pour déclarer, pour me dire ma femme n'est pas vierge, je le mets en prison. Il a joué un rôle important au début, en tout cas après, malheureusement, ça s'est mal terminé, c'était autre chose, bien sûr. Mais la première période, ça a été une période majeure, et j'ai eu la chance de vivre cette période-là. Donc c'est ce qui nous a construit. Donc on a des acquis en matière de planification familiale. Ça a reculé maintenant.
On ne fait plus suffisamment d'avortements, on ne fait plus suffisamment de contraception. Mais il y a une période où la politique de planification familiale, la scolarisation, notamment il a construit des internats pour les filles dans les milieux ruraux, pour que les petites filles rurales aillent à l'école. Donc il y a eu des choses qui ont été faites, je reconnais. Mais sur le plan politique, c'était un dictateur. Il a fini par être un véritable dictateur, malheureusement. Il a mis des gens en prison, des gens qui, pour leurs idées. La grande grève de 72 à l'université, moi j'étais présente. Bon, j'avais ma fille à l'époque, j'étais déjà mariée, je travaillais. Votre fille, elle suit un peu le même chemin? Un peu. Ma fille a fait du marketing. Elle a ouvert un petit bureau d'études ici, mais c'était à la période de Ben Ali. Et comme c'est du privé, toutes les opportunités importantes, comme elle était la fille de Dora Mahfouz, et que je ne dis pas parmi les gens engagés avec le RCD et tout ça, elle n'avait pas droit aux appels d'offres importants et intéressants pour survivre dans un bureau privé. Alors elle est partie à Montréal, elle est allée au Canada, elle a passé une quinzaine d'années au Canada. Et donc elle s'est mise à faire de l'anthropologie et de la sociologie. Du coup, elle a viré vers la socio-anthropologie. Moi, je travaille beaucoup avec des collègues marocains, mais aussi algériens. Ouais, et dans ouais. le cadre de ce projet Histoire orale de la production des connaissances, quand je faisais des interviews avec des Marocains ou des Algériens, beaucoup ont cité votre nom. Oui, j'ai beaucoup travaillé au niveau Maghreb. D'abord dans une association qui s'appelle l'Association maghrébine des études de population. Il y avait les statisticiens, les démographes et les sociologues. On a créé une association et on avait annuellement des rencontres dans les grands instituts de statistiques et on avait des thématiques. Il y avait avec nous les grands noms de la démographie, de la géographie aussi. Ça, c'était ma première expérience. J'étais dans le bureau de cette association. La deuxième expérience que j'ai eue, en 88, j'ai créé avec des copines algériennes et marocaines un groupe de recherche qui a produit un ouvrage sur les femmes diplômées au Maghreb, les pratiques novatrices des femmes diplômées au Maghreb, avec un gros financement du FUAP, qui a été donné à l'époque à ce qu'on appelait en Tunisie l'IREP, l'Institut de recherche et d'études de population, et Madame Kefi, Faiza Kefi, était directrice. Donc ça, le fonds Radika, et ce fonds a été utilisé par les 3 pays. On a fait 3 grandes enquêtes avec les femmes universitaires, diplômées, sur le plan de la vie conjugale, du projet familial, de le travail, de la vie politique, etc. Et donc on a fait 3 enquêtes, 1200 par pays, et après on a fait du qualitatif, des entretiens qualitatifs, et on a publié, l'ouvrage est sorti en 1994. Les femmes du Maghreb, pratiques novatrices. C'était une expérience de recherche importante. On était aussi à l'époque soutenu, encadré par un grand chercheur sociologie de la famille, qui est François Singly, qui avait un laboratoire à Paris 5. Donc il y avait psychologue, économiste, géographe, sociologue et juriste. Il y a eu en 1995 la conférence internationale de Pékin. Donc on a constitué un groupe 5 ans avant qui va présenter un certain nombre de revendications à l'échelle internationale. Une partie des femmes de ce groupe ont fait partie de ce qu'on appelle le collectif 95 Maghreb Égalité, qui a aussi publié un livre blanc. Il a publié ce qu'on appelle 100 mesures pour l'égalité entre les hommes et les femmes dans la famille, qui a publié aussi un autre ouvrage sur le travail. Donc c'était des publications collectives faites dans les 3 pays auxquelles ont participé des hommes aussi, dont Salah Hamzaoui et d'autres. Et en ce moment, vous êtes sur un chantier d'écriture ou de recherche ou vous pour le moment, je suis sur une expérience le ministère des Affaires sociales veut créer une unité qu'il n'a pas voulu appeler genre. Officiellement, on n'aime pas le mot genre. Appeler une unité de renforcement de l'égalité au sein du ministère. Donc, j'ai fait un peu les entretiens tout autour, l'audit, etc. Et là, on est en train de voir avec le ministre, parce qu'il y a beaucoup de résistance, comment localiser cette unité au niveau de l'organigramme, de lui faire un plan d'action, qu'est-ce qui va changer au niveau de la formation des travailleurs sociaux, au niveau des contenus, des manuels, au niveau de la gestion des centres de défense sociale, où il y a beaucoup de problèmes, entre autres de violences sexuelles, etc. Donc c'est comment mettre en pratique un certain nombre de connaissances pour que les institutions changent, en fait. Non. Moi, je crois qu'il faut aussi avoir 3 pieds, l'université, les institutions, la société civile.
Il faut essayer de faire le lien entre les trois. C'est pas facile, mais il faut. Voilà. Donc, on espère que ça va aider à la prise de décision, à une prise de décision éclairée. Il y a aussi un objectif d'utilité des connaissances qu'on produit. En tout cas, moi, j'y crois. C'est une bonne manière de conclure cette interview. C'est formidable. Merci beaucoup de nous avoir parlé sans détour et directement. J'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup appris et j'ai l'impression de vous connaître un peu plus. Merci, c'était un plaisir. C'est un plaisir partagé.